Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Cette édition, lancement des travaux de construction du port de pêche artisanal de Téminetaï, une modernisation du secteur voulue par le gouvernement pour aider les pêcheurs et mareyeuses au niveau de cette commune de Conakry. Construction de 4 universités régionales de standing international en Guinée. Le ministre de l'Enseignement supérieur était sur les chantiers, question d'évaluer le niveau d'avancement des travaux. Dans le secteur de l'élevage, relance de la filière bovine, le Brésil s'engage à apporter son expertise et ses technologies avancées pour aider la Guinée à améliorer la génétique de son bétail et relancer sa culture cotonnière. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre chef du gouvernement a lancé cet après-midi à Téminetaï, dans la commune de Kaloum, les travaux de construction du port de pêche artisanal, une infrastructure moderne qui s'inscrit dans le vaste programme de modernisation du secteur halieutique engagé par le gouvernement. Reportage Ousmane Bangoura. À Téminetaï, les filets de la pêche artisanale vont bientôt se déployer dans un cadre moderne. Le Premier ministre Amadou Ouriba a procédé à la pose de la première pierre du futur port de pêche artisanal, un projet phare du programme d'aménagement des débarcadères de pêche. Une initiative qui vise à transformer durablement le secteur à travers la modernisation des infrastructures et l'amélioration des conditions de travail des acteurs. En dotant Téminetaï aujourd'hui d'un port de pêche moderne, nous répondons à nos besoins de longue date et nous donnons aux acteurs de la pêche, la filière et de toute sa filière les conditions de travail dignes de leur courage et de leur effort. C'est un projet structurant et s'inscrit pleinement dans la vision de l'État et des orientations de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, ainsi que dans la priorité affichée par le gouvernement. La sécurité alimentaire, la création d'emplois et le développement local durable figurent au premier rang de ces priorités nationales. Au cœur de cette ambition gouvernementale, l'entrepreneur du chantier détaille la conception et les étapes techniques de ce futur port, symbole du savoir-faire national et de l'engagement en faveur du développement durable du secteur halieutique. Principalement, elles sont composées d'un bloc principal de 1+1 comprenant des bureaux administratifs, un hall de vente, des postes de police et de gendarmerie et un restaurant, un parking grand public, des entrepôts frigorifiques pour le traitement primaire, 2 grandes chambres froides de distribution de glace et 30 magasins destinés aux pêcheurs, 2 grands hangars de fumage comportant chacun 54 fumoirs. Donc nous sommes sur une centaine de fumoirs sur ce projet. Une décharge à ordures, une station multiservice, un atelier de réparation et d'entretien des matériels de pêche et un quai répondant aux normes internationales dans un environnement sain. Pour le chef du gouvernement, cette initiative traduit la volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, d'assurer la transformation du secteur halieutique dans un esprit d'efficacité et de transparence. Nous devons accélérer le développement du secteur de la pêche. Nous avons déjà une contribution à hauteur de 5% de notre PIB. Nous devons avoir une contribution supplémentaire en développant la pisciculture. La pisciculture, c'est un secteur nouveau qui ferait que de nouveaux métiers émergent à l'intérieur du pays, où les jeunes pourront s'adonner à cette activité qui est source de richesse, de création de revenus, d'amélioration de notre nourriture et de qualité de vie pour l'ensemble de la population guinéenne et à plus forte raison pour l'ensemble des populations environnantes. Investir dans la pêche, c'est un investissement d'avenir, c'est un investissement porteur. Et comme l'a dit le général Mamadi Doumbouya, en insistant sur le fait que les débarcadères constituent une priorité présidentielle,
c'est parce que derrière cela, il y a une possibilité de faire reculer la pauvreté, d'améliorer le cadre d'activité des femmes, de vivre dans une relative salubrité et d'être dans des conditions, dans l'exercice de leur métier, mieux protégées. Le port de pêche artisanal de Teminataï marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation du secteur halieutique guinéen. Un chantier stratégique qui ouvre la voie à une exploitation durable et compétitive des ressources maritimes nationales. Dans le cadre du renforcement de l'autonomie financière des collectivités locales, une étude sur la mobilisation des ressources a été menée par l'ANAFIC. L'étude a permis d'analyser les potentialités locales, les mécanismes existants et les contraintes rencontrées. Des recommandations sont aussi faites pour renforcer la performance de la mobilisation des recettes. Reportage Marouane Kamara. La mobilisation des ressources internes des collectivités locales est en débat dans cette salle. La rencontre réunit les acteurs des services déconcentrés et décentralisés ainsi que des partenaires. Il s'agit de faire un point sur les capacités des collectivités locales. C'est une initiative de l'ANAFIC conduite et présentée par un cabinet international pour permettre de faciliter le processus de mobilisation des recettes dans les communes. Il a été question d'aborder avec les principaux acteurs de la mobilisation des recettes locales comment faire le diagnostic des forces et des faiblesses du système de collecte des taxes locales et comment identifier les actions idoines pour combattre les insuffisances. Ce n'est pas la première étude, mais le problème c'est qu'il n'y a jamais eu d'outils pratiques. Et aujourd'hui, non seulement les collectivités auront un guide simplifié à l'usage des collectivités, elles auront tout un plan type de mobilisation des recettes à travers vraiment un agenda déterminé, mais aussi une convention type entre la commune et la direction propriétaire des impôts pour faciliter la mobilisation des recettes. Ce document a permis d'identifier plusieurs leviers de mobilisation des ressources internes, notamment l'optimisation de la fiscalité locale et l'amélioration des outils de recouvrement. Si l'ANAFIC a eu l'initiative de contracter avec un cabinet pour venir comprendre effectivement qu'est-ce qui ne va pas et trouver des solutions, ça va permettre à la Guinée d'outiller nos collectivités afin qu'elles puissent vraiment se gérer convenablement. À la fin des travaux, les participants ont validé les conclusions de l'étude et se sont engagés à mettre en œuvre un plan d'action concerté. Une démarche qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de renforcement de la décentralisation et du développement local durable. Parlons aussi de ce projet phare du gouvernement guinéen qui vise à moderniser le système universitaire du pays. Les travaux de construction de 4 universités régionales de standing international avancent à un rythme jugé satisfaisant. Une forte délégation conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendue sur les différents chantiers pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Le constat dans ce reportage de Mounir Bari. Sur le terrain, le ministre de l'Enseignement supérieur et son cabinet, accompagnés des partenaires chinois et des entreprises contractantes, visitent les sites en construction. L'objectif, s'enquérir de la qualité des ouvrages et du respect du calendrier d'exécution. Partout, les travaux avancent de manière satisfaisante, laissant entrevoir des infrastructures modernes conformes aux standards internationaux. Ici, le projet concerne la construction de 4 bâtiments pédagogiques, d'un centre commercial, d'un centre administratif, d'une cantine, et puis la création de routes à l'intérieur de l'université, de places de parking et des aménagements paysagers. Prévu pour être livré en 2027, chaque université offrira des espaces d'apprentissage adaptés, dotés de toutes les commodités nécessaires, avec une capacité d'accueil totale de 20 000 étudiants. Ce vaste chantier vise à désengorger les universités existantes et à offrir de meilleures conditions d'études et de recherche aux jeunes Guinéens.
Le ministre invite d'ailleurs les entreprises à accélérer la cadence pour tenir les délais. La phase pilote du projet est déjà en cours à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. À travers cette initiative présidentielle, le gouvernement réaffirme son engagement à révolutionner l'enseignement supérieur par des infrastructures modernes et un encadrement de qualité. Soutenu par la République populaire de Chine, ces programmes illustrent la volonté de la Guinée de former un capital humain compétitif prêt à répondre aux défis du développement. Développement des infrastructures toujours, la préfecture de Koya a son centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes. Il est situé à Kouria. L'édifice a été inauguré en présence de quelques membres du gouvernement. C'est le 35e KF opérationnel du pays. Il a une capacité de 250 apprenantes. Alkali Kobele Keita, Mohamed De Camara, reportage. Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement, à travers le département en charge de la promotion féminine, est engagé à doter toutes les localités du pays des centres d'autonomisation, d'entrepreneuriat des femmes et filles. Cette infrastructure, entièrement construite et équipée, est financée par le budget national de développement. À l'image des autres KF du pays, celui de Kouria est dédié aux femmes et filles issues des milieux défavorisés de la préfecture de Koya. Ce centre d'autonomisation composé de 1 bloc administratif R+1, un bloc de formation, un bloc R+1 pour la saponification et l'aménagement extérieur de la cour. Le KF de Koya est l'un des plus gros centres du pays, dédié à l'autonomisation et à l'orientation entrepreneuriale des femmes et filles de Guinée. Il est le symbole de la volonté du gouvernement guinéen d'offrir aux femmes et filles des opportunités de formation appropriées et d'insertion sur le marché de l'emploi. Ici, plusieurs filières seront développées comme la pâtisserie, l'agroalimentaire, la teinture, la décoration, la coiffure et la couture. Je suis ravie d'accueillir ce grand bisou à Kouria, qui me permettra d'apprendre un métier sur place et pour laquelle je pourrai devenir une femme autonome. L'inauguration du centre d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes et filles de Kouria est le fruit d'une vision nationale ambitieuse, portée par M. le Président de la République, son Excellence le Général Mamadi Doumbouya. Cette vision s'inscrit pleinement dans la dynamique du programme Simandou 2040, cadre stratégique de transformation économique, sociale et environnementale de notre pays. La stratégie du ministère en charge de la promotion féminine est de favoriser aux filles et aux femmes déscolarisées et non scolarisées l'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Célébration de la Journée internationale de la jeune fille, l'événement a été une occasion de rappeler l'urgence nécessité de respecter les droits de cette couche et de lutter contre les obstacles qui freinent l'épanouissement de la jeune fille en Guinée. Mamadou Saliouba. À la cité minière de Kamsar, elle se retrouve pour mettre en lumière les droits des jeunes filles, mais aussi pour évoquer les défis qui freinent l'épanouissement de la jeunesse féminine. Une rencontre pour marquer la Journée internationale de la jeune fille célébrée le 11 octobre de chaque année. On ne peut pas parler de femmes autonomes, femmes indépendantes, femmes libres sans parler des filles à la base. Donc cette journée est une journée qu'on a mis à l'exergue pour parler de l'autonomisation, pour parler du leadership, pour parler de l'éducation. Une femme éduquée, c'est une nation développée. Les jeunes filles sont confrontées à des violences physiques et morales, compromettant leur épanouissement. C'est pour cela que nous devons conjuguer nos efforts pour l'amélioration du bien-être de nos filles. Instituée en 2011 par les Nations Unies, la Journée internationale de la jeune fille offre un espace de promotion de l'égalité des sexes, mais aussi une occasion pour encourager l'autonomisation des jeunes filles. En célébrant cette journée, nous affirmons haut et fort que les filles ont leur mot à dire,
qu'elles ont un rôle essentiel à jouer et qu'elles peuvent porter en elles la lumière de leur avenir. Nous prouvons que la jeunesse féminine est une richesse, une force et une promesse. En Guinée, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, a lancé plusieurs projets et programmes pour promouvoir les droits des jeunes filles, mais aussi pour encourager leur participation active à la vie économique et sociale. Et puis la Guinée à l'honneur au Sénégal. Notre pays est l'invité spécial du lancement du campus africain du leadership féminin, une initiative panafricaine dédiée à l'autonomisation des femmes et à la promotion du leadership féminin. À Dakar, les femmes leaders venues de Conakry font rayonner leur expertise et leur engagement sur la scène régionale. Suivez le reportage de notre envoyé spécial à Dakar, Makeme Keleti Donzo. La Guinée, encore honorée sur la scène internationale. Au Sénégal, notre pays est choisi en tant qu'invité d'honneur au lancement du campus africain du leadership féminin. Une initiative panafricaine qui vise à promouvoir l'autonomisation des femmes à travers la formation, le renforcement des capacités et les échanges d'expériences. Le campus a pour vocation d'accompagner et de soutenir les femmes en vue de leur autonomisation et en vue de développer leur leadership pour leur permettre d'accéder à des positions plus importantes, pour leur permettre aussi d'être plus épanouies. Ce campus se veut un espace de formation, de partage d'expériences et de mentorat destiné à encourager les jeunes filles africaines à croire en leur potentiel et à s'affirmer dans leurs projets professionnels et personnels. Ce campus est déjà un espace de rencontre, de partage d'expériences et de stratégies entre les femmes leaders de l'Afrique. Ces genres de rencontres sont toujours importantes parce qu'elles vous permettent de renforcer vos compétences, de développer votre réseautage, d'éduquer, mais aussi de coacher d'autres jeunes filles qui sont en Guinée et qui aspirent aussi à être des leaders de demain. Donc nous sommes là pour renforcer nos compétences afin de pouvoir impliquer. Le soir qui nous honore à plus d'un titre entre le peuple sénégalais et guinéen d'une part et d'autre part par la qualité des relations personnelles qu'entretiennent les deux pays. Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État. Ce rendez-vous met en lumière non seulement l'engagement des femmes guinéennes, mais aussi l'excellence de leur contribution dans des domaines clés. Une dynamique prometteuse qui confirme que le leadership féminin guinéen a toute sa place dans les grandes instances africaines. Ce campus est une plateforme d'espoir, d'inspiration et d'action pour les générations futures des femmes leaders. Dans l'actualité encore à l'enseignement technique, la ministre vient de lancer les ateliers régionaux. Ce sont des espaces d'échange entre responsables d'établissements pour partager les résultats obtenus dans chacune des régions et s'acquérir des nouvelles directives. Le but est de favoriser un bon déroulement des cours durant l'année. Les détails dans ce reportage de Tierno Ousmane Diallo. Cette année académique à l'enseignement technique est placée sous le sceau de l'excellence dans la formation des apprenants. En initiant l'organisation d'ateliers régionaux, le département en charge de la formation professionnelle entend ainsi faire le bilan à l'échelle locale et partager les nouvelles orientations dans la construction des systèmes d'enseignement technique plus robustes en phase avec le programme Simandou 2040. Il est important de souligner que l'organisation de ces ateliers régionaux est une aubaine, en ce sens qu'il reste un cadre de concertation privilégié sur les enjeux et les défis à relever dans le domaine de l'adéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi, la qualité des infrastructures, la formation des formateurs, la gouvernance dans les établissements de formation et le pilotage de notre sous-secteur. Il y a eu l'intervention de Madame la ministre qui s'est passée dans les meilleures conditions. Elle a eu à toucher des points, c'est de fournir plus d'efforts, bien guider les apprenants pour le développement de l'enseignement technique. Pour cette année également, le département de l'enseignement technique entend veiller de plus près au respect de la planification établie avec un accent mis sur la rigueur et la qualité.
On essaie de faire une première phase pilote pour former toutes les équipes de facilitateurs. Et les équipes de facilitateurs vont accompagner chaque région et à animer les travaux avec les gouverneurs et intégrer aussi les préoccupations à l'échelle locale en tenant compte du contenu local, en tenant compte des exigences de chaque région. Après Conakry, des sessions de ce type seront organisées dans toutes les régions. Les recommandations formulées serviront aussi de base pour entreprendre des projets en faveur des écoles professionnelles. De nouvelles infrastructures scolaires aussi inaugurées à Sigiri pour encourager l'apprentissage en milieu rural. C'est un effort de l'association Sigiri Mandembere Europe, ceci pour accompagner l'engagement des autorités afin de répondre aux attentes du système éducatif. Reportage Diamo Kaba. Le bâti scolaire à l'épreuve du développement local. À Sigiri, l'association Sigiri Mandembere Europe réalise sa promesse pour participer au développement local de la cité aurifère. À son actif, la construction de cette nouvelle école de 3 classes pour répondre aux besoins face aux effectifs pléthoriques à l'école primaire Siaman Diawara, située au quartier Sigirinkura 2, secteur aéroport plateau. Même pour ramasser un sac par terre pour le mettre dans une poubelle, tu fais quelque chose de patriotisme. Donc souvent pour aider son pays, ça vient de là. Nous, on a pris l'initiative de faire ça. D'autres personnes, je souhaite que d'autres personnes fassent la même chose. Si on prenait l'aéroport plateau, il y avait un manque d'écoles. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à cette association, nous avons eu 3 salles de classe. Cette priorité de la plateforme citoyenne va permettre aux enfants d'aller vers un environnement pédagogique plus adapté. En appuyant le système éducatif, l'idée est de contribuer à la stabilité sociale et stimuler la croissance économique à long terme. Nous ne pouvons que leur remercier et leur féliciter pour avoir pris leur responsabilité de contribuer au développement local de Sigiri. Ces 3 salles de classe qui sortent de terre affichent les bonnes intentions de l'association Sigiri Mandembere Europe au Bercail. Autre mission, encourager l'éducation des enfants et promouvoir leur épanouissement. Des kits scolaires sont également mis à la disposition des enfants de Wendumbor. Le geste vise à soutenir les tout-petits dans cette localité pour aborder l'année scolaire. Reportage Younous Atawel Kamara. Les élèves de différentes écoles élémentaires de la sous-préfecture de Wendumbor dans Gawal sont aux anges ce matin. Ils reçoivent des kits scolaires offerts par la société minière AMC-MC qui évolue dans cette localité. Des fournitures scolaires composées de sacs, de cahiers, de livres, de bics et de chaises en plastique. Une manière pour cette entreprise d'encourager la scolarisation des enfants dans cette zone minière de la région administrative de Bouquet. On a pensé que l'éducation sur la base est vraiment très importante. On doit accompagner les élèves en primaire pour les offrir les suffisamment de moyens et pour avoir les conditions de l'étude. C'est ça de notre motivation. Parents d'élèves, encadreurs et autorités administratives de Wendumbor se sont fortement mobilisés pour assister à cette cérémonie de remise des kits scolaires à ces futurs cadres du pays. C'est le sentiment de satisfaction et de joie. Vraiment, nous sommes très ravis de ce don. Et nous prierons et que la société qui a commencé à s'estirer, ils n'ont qu'à continuer, ils n'ont qu'à redoubler d'efforts. Ces dons honorifiques viennent offrir à nos enfants ce matin sont salués à sa juste valeur. Et ces dons favoriseront l'émancipation de nos enfants dans leur développement en matière de l'éducation. Cette cérémonie est mise à profit par les autorités éducatives de Gawal et les représentants de la société AMC-MC d'inviter les parents d'élèves à jouer pleinement leur rôle dans l'encadrement des enfants en vue de poursuivre leurs études. Appui à l'enseignement toujours, le ministère de la promotion féminine de l'enfance, à travers son inspection basée à Mamou, vient d'offrir des kits scolaires aux enfants démunis de la région. Le geste vise à accompagner les parents dans l'achat des fournitures scolaires. Reportage Mamadou Patebaldi.
Une semaine après l'ouverture des classes, les bonnes volontés se manifestent pour accompagner les familles démunies dans l'achat des fournitures scolaires. C'est le ministère de la Promotion féminine et de l'enfance et des personnes vulnérables, à travers son inspection régionale basée à Moimont, qui vient d'offrir aux enfants vulnérables de la région des kits scolaires afin de les aider à passer en beauté l'année scolaire 2025-2026. L'objectif visé, c'est de scolariser les enfants vulnérables dans la région administrative de Mamou, parce que c'est un droit pour eux. L'inspection régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables nous a doté d'un ordinateur et d'une carte pour le carburant pour notre fonctionnement. Donc, au nom des collègues de Dalaba et Pita, on est très ravis. Ils sont de nombreux enfants identifiés par les 3 directions de la petite enfance à bénéficier de ce geste. Il vise à aider les parents à réduire les charges liées à l'achat des fournitures scolaires. Un don qui nous va droit au cœur, parce que les enfants, c'est juste pour encourager les enfants à prendre les études au sérieux, parce que vous savez, on dit les enfants vulnérables. Donc beaucoup ont reçu des kits scolaires ici à travers l'inspection régionale, la promotion féminine. Ce geste de l'inspection régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Moimont n'est pas à sa première. Chaque année, à l'occasion de chaque ouverture des classes, elle porte les regards sur ces enfants, les aidant à mieux reprendre les cours en vue d'entamer une bonne année scolaire. Dans l'actualité encore, après le glissement de terrain à Manéa, la question du relogement des sinistrés se pose. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a rencontré hier vendredi les différentes parties prenantes, ceci pour statuer sur la préoccupation du moment, une rencontre cruciale pour sauver plusieurs familles impactées par l'un des pires éboulements du pays. Reportage Fodé Alpha Camara. Au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, une importante réunion s'est tenue autour de la situation des sinistrés du glissement de terrain survenu à Manéa dans la nuit du 20 au 21 août dernier. Les discussions ont notamment porté sur la question urgente du relogement des sinistrés, encore érigé depuis plusieurs semaines au camp militaire de Manéa. Le gouvernement, par la voix du ministre de l'Habitat, a rencontré tous les acteurs qui interviennent dans ce processus, y compris les personnes sinistrées, pour échanger sur les voies et moyens de déplacement ou de la relocalisation vraiment des personnes qui ont été impactées et ensuite les maisons qui sont exposées pour éviter cette année ou la saison prochaine, pour éviter que les mêmes choses se reproduisent. C'était notre inquiétude pour notre relogement futur. Maintenant qu'il a pris les dispositions dès la semaine qui suit, peut-être les dispositions idoines seront prises pour notre sort. Entouré de ses principaux collaborateurs, le ministre de l'Urbanisme a réaffirmé la détermination du gouvernement à accompagner les familles touchées à travers un plan de relogement durable et des mesures préventives contre de futurs glissements de terrain. Il fallait aujourd'hui échanger avec les sinistrés concernés et les donner l'information par rapport aux dispositions qui ont été prises par le gouvernement, à savoir les délocaliser du camp militaire sont actuellement, trouver des abris provisoires pour eux et en tant que ministère de l'Habitat, les recaser dans d'autres domaines et les fournir les documents de propriété de ces domaines qui seront mis à leur disposition. À l'issue de la rencontre, plusieurs résolutions ont été adoptées. Le ministre s'est engagé à accélérer le processus de réinstallation des familles affectées et à renforcer la politique nationale d'aménagement du territoire afin de réduire les risques et d'éviter la récurrence de tels drames à l'avenir. Dans la zone industrielle de Kagbelen, les membres du Rotaract Club de Conakry ont effectué une visite de terrain sur le site industriel de GI Ciment. Ce déplacement a permis aux membres de connaître le fonctionnement des activités. Le volet santé, sécurité et environnement ont été également abordés. Reportage Fodé Camara, Nabilaï Camara. Cette visite de terrain initiée par les membres du Rotaract Club de Conakry a ciblé le site industriel de GI Ciment situé dans la commune de Kagbele.
L'enjeu est de comprendre le fonctionnement des activités en vue d'améliorer les pratiques professionnelles dans le cadre du respect des normes sécuritaires, sanitaires et environnementales. Les membres de la structure ont visité les différentes installations de cette unité industrielle créée depuis plus de 13 ans. J'entendais parler de GICIMA, mais effectivement, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. J'ai appris beaucoup ce matin dans l'usine GICIMA. Ça m'a permis beaucoup plus d'apprendre et puis je suis satisfait. Ils nous ont vraiment très bien accueillis et tout, et nous ont présenté leurs locaux. On a été guidés, on a reçu des conseils même à part le monde de l'entreprise. Quand on part dans les entreprises et tout, le volet sécurité c'est quelque chose qui compte énormément, que chacun à son quotidien aujourd'hui peut appliquer afin de minimiser les risques d'incidents. Pour instaurer plus de sécurité dans le travail, de nombreuses dispositions sont prises par la société. Les responsables sont appelés non seulement à améliorer les conditions de travail des employés, mais aussi et surtout de lutter contre la pollution de l'environnement. Nous avons mis en place un certain nombre de démarches pour que les employés viennent travailler, n'est-ce pas, et se retourner à la maison sans le moindre problème. Donc il y a un certain nombre de principes que nous avons mis en place dans le respect des normes et des consignes de sécurité liées, n'est-ce pas, au travail dans une entreprise. Cette visite guidée a permis aux membres du Rotaract Club de Conakry d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des activités qui s'opèrent dans cette unité industrielle. Les deux parties ont discuté de la question environnementale et du système de santé-sécurité. Parlons aussi de cette alliance fertile pour l'élevage et l'agriculture en Guinée. Le Brésil s'engage à apporter son expertise et ses technologies avancées pour aider la Guinée à améliorer la génétique de son bétail et relancer sa culture cotonnière. Reportage Noumousso Diakité. Autour de la table, les ministres de l'élevage, de l'enseignement supérieur, les représentants des départements de l'agriculture, des affaires étrangères, du plan et de la coopération internationale, ainsi que la délégation de l'Agence brésilienne de coopération. L'objectif de la rencontre est de renforcer la collaboration entre la Guinée et le Brésil dans les domaines de l'amélioration génétique de la race bovine locale Ndama et la relance de la filière coton, secteur clé de l'économie nationale. Les éleveurs vont connaître une amélioration de la production en viande et en lait. Nous allons pouvoir aussi réduire considérablement les conflits entre agriculteurs et éleveurs, puisque notre race Ndama est une race qui n'est pas vorace. L'autre objectif aussi important est un objectif social, puisque cela va générer des emplois au niveau de la jeunesse, mais également des femmes. Suite à cette rencontre, les parties se sont engagées à poursuivre les discussions techniques en vue de la mise en œuvre rapide des projets pilotes, notamment dans les zones à fort potentiel agricole et pastoral. Cette mission s'inscrit suite à une visite que le ministre de l'élevage, Félix Ndama, avait réalisée au mois de mai au Brésil lors d'un événement Brésil-Afrique, dans lequel il avait réitéré l'importance et que nous puissions mettre en œuvre ce projet de coopération technique en Guinée concernant donc l'amélioration génétique, comme je l'ai dit, de la race Ndama. Nous allons donc réaliser une mission d'une semaine donc sur le terrain dans les différentes régions de Guinée, à savoir à Beila puis à Farana, afin que nous puissions d'ores et déjà donc rencontrer et identifier les différentes bases au sein desquelles seront installés le transfert de savoir, de connaissances, d'expériences scientifiques et techniques brésiliennes en Guinée. Ce partenariat prometteur à la croisée de l'innovation scientifique et du développement rural pourrait à terme renforcer la sécurité alimentaire et la compétitivité des produits locaux. Contribuer à l'autosuffisance alimentaire et au développement rural, Mori Kaba, un paysan modèle appuyé par la communauté, fait la promotion de la culture d'Ignam, un partenariat agricole pris très au sérieux par les deux parties, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant permanent dans la région, Elhadj Fodé Bangali Fofana. Ici, à Massarena Banankoro, la fertilité des sols et l'abondance des récoltes ne sont qu'un secret de polichinelle, l'agriculture étant une activité de prédilection pour ses habitants. Sidiki Keita et toute son équipe de bras valides, coup à la main, préparent ce périmètre à la culture d'Ignam.
Grâce à une main généreuse tendue de l'extérieur, ces travaux champêtres augurent un immense espoir au sein du groupe. Tout ce qu'on cultive ici donne de très bons résultats, surtout l'igname et le riz. Nous faisons ce travail pour montrer qu'on est très content de collaborer avec Morikaba. À travers ce partenariat, nous comptons pouvoir construire nos propres écoles et un poste de santé dont nous ne disposons pas jusque-là. Après avoir passé 4 bonnes années à Botola, dans le même cadre, c'est du côté de Massarena Banankoro que le promoteur agricole Morikaba se tourne, convaincu de pouvoir atteindre des résultats escomptés dans les mois et années à venir à travers ces sols d'une fertilité exemplaire. Je tiens à remercier les notables qui m'ont autorisé à faire ce travail. Je suis très fier de ces jeunes aussi qui ont fait un travail énorme. Ce n'est que le début de mes investissements ici, car imaginez, ce sont 512 hectares de terres cultivables. Abandonner ses activités à l'étranger pour venir s'investir dans l'agriculture, ça c'est chose à encourager. Si tous les diasporas de la Guinée faisaient comme M. Kaba, en un laps de temps, la Guinée va quitter dans la pauvreté. Les défis de Morikaba sont nombreux. Permettre aux communautés à la base de prendre part de manière plus active à leur propre développement et contribuer en même temps à la réduction de la dépendance de la Guinée en produits agroalimentaires. L'Agence nationale de la météorologie renforce son cadre institutionnel. Elle a tenu ce jour une réunion de restitution des documents administratifs et juridiques. Le but est de consolider ses bases organisationnelles et opérationnelles en matière de prévision et de gestion climatique. Reportage Abraham Christophe Conté. Cette rencontre marque l'aboutissement d'un long processus de révision et de validation de plusieurs textes fondamentaux. Parmi eux, l'organigramme, le manuel de procédure administrative et financière, mais aussi le cadre juridique actualisé de l'agence. Ces outils sont essentiellement pour renforcer l'efficacité, clarifier les rôles et assurer une meilleure coordination de la météo. Pour pouvoir mettre ces services dans les normes, nous avons posé un diagnostic organisationnel où rien n'existait. On est parti de mise en fait pour venir à zéro afin de prendre le départ. C'est-à-dire, un diagnostic organisationnel a été fait et les recommandations de cette étude diagnostique se portait sur l'élaboration des documents juridiques et administratifs nécessaires pour le fonctionnement d'une agence météorologique digne de nom. Cette consolidation institutionnelle de l'Agence nationale de la météorologie intervient dans un contexte de renforcement des capacités des structures publiques à répondre aux défis du changement climatique, de la sécurité hydrométéorologique et de la réduction des risques de catastrophes. Doter la météorologie de nouvelles structures, d'outils et de moyens financiers pour qu'elle joue ce rôle, c'est un immense pas en avant dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, contre la déforestation, contre la gestion de l'eau, mais également contre la santé. Par cette restitution, l'agence franchit une nouvelle étape dans sa professionnalisation et son alignement sur les standards internationaux en matière de gouvernance météorologique. L'agence prévoit désormais la mise en œuvre progressive de ces outils à travers des formations internes et un suivi rigoureux de leur application. Vaste campagne de sensibilisation et de collecte de sang dans les différents services de l'entreprise SMB. Cette action est à sa deuxième phase pour soutenir le Centre national de transfusion sanguine, ceci pour sauver des vies en Guinée. Reportage Bakary Bambakonde. Monsieur Aboubak. La deuxième édition de la campagne nationale de sensibilisation et de collecte de sang, fruit de la collaboration entre la société UMS, l'Association nationale des donneurs bénévoles de sang de Guinée et le Centre national de transfusion sanguine, vient de s'achever ici à Conakry. C'est une semaine intensive de mobilisation citoyenne qui a permis de récolter un volume de sang significativement supérieur à l'édition précédente, renforçant les réserves vitales
national du pays. UMS aujourd'hui est fier d'accompagner cet élan de solidarité. Pour nous, un don de sang égale à une vie sauvée. Donc nous continuerons à accompagner les ONG et les institutions nationales de santé. Les chiffres communiqués par le Centre national de transfusion sanguine indiquent que 71 poches de sang ont été collectées pendant cette deuxième édition. La réussite est attribuée à l'efficacité de la stratégie mise en place et à l'engagement des travailleurs à sauver des vies. Tous les jours, nous avons besoin au moins de 500 poches pour couvrir les besoins nationaux en sang. Et donc, une entreprise qui s'investit jusqu'à donner 71 poches, c'est une entreprise à féliciter et ça apporte beaucoup de soulagement dans notre charge quotidienne. Ce processus est garant du fait que le Centre national de transfusion sanguine est impliqué pour l'analyse des postes de sang et mettre à la disposition des malades ceux qui sont en besoin, notamment les femmes en état de travail, les personnes vivant avec le VIH/SIDA, les drépanocytaires et les accidentés de la voie publique. En unissant leurs forces, l'UMS, l'Association des donneurs bénévoles de sang et le Centre national de transfusion sanguine lancent un appel à la générosité nationale, espérant atteindre plusieurs milliers de poches de sang collectées pour sécuriser l'approvisionnement médical en Guinée. Des journalistes venus des 6 préfectures de la région forestière viennent de bénéficier d'une formation axée sur le thème communication de risques et engagement communautaire dans la lutte contre l'exploitation, le harcèlement et les abus sexuels. Objectif, prévenir ces fléaux et promouvoir la protection des droits humains. Reportage lancé Kamisoko, Saliou Paye. Cette initiative traduit la volonté de l'Organisation mondiale de la santé de renforcer les capacités des professionnels des médias dans la prévention de l'exploitation, abus et harcèlement sexuel. L'idée est de faire des journalistes des acteurs majeurs de lutte contre ce fléau. Les journalistes, par leur capacité à informer, à sensibiliser, à dénoncer, sont les gardiens de la transparence et de la justice sociale. Si le directeur régional de l'information et de la communication se réjouit de cette démarche visant à booster les capacités des journalistes, le chef de cabinet du gouvernement, lui, exhorte les participants à plus d'implication pour une maîtrise des thèmes abordés. Je souhaite que vous répartiez avec des outils concrets, des réflexes professionnels renforcés, mais aussi une conviction renouvelée, celle que le journalisme, loin d'être un simple métier d'information, est une mission de service public, un engagement pour la dignité humaine, la santé et la paix sociale. Je vous encourage donc à faire preuve d'un engagement renouvelé envers les principes éthiques de responsabilité et de service public. Pour les participants, c'est une valeur ajoutée à la qualité et l'impact du travail des journalistes sur le terrain. Il s'agit d'aller dans nos différentes communautés, partout où nous sommes, de vulgariser encore ce que nous avons appris ici. Toute la population de Yomo, où je suis, va vraiment recevoir tout ce que nous avons appris ici comme connaissance. Cet espace de renforcement des capacités des professionnels des médias promeut une presse engagée et plus responsable dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations relatives à l'exploitation, abus et harcèlement sexuel dans nos sociétés. Pour renforcer le climat de paix et de cohésion qui prévaut actuellement dans la capitale, le ministère de l'Administration du Territoire, avec l'appui du système des Nations Unies, engage le renforcement de capacité des acteurs en matière de consolidation de la paix, une initiative de la Direction générale de la promotion de la citoyenneté. Reportage Kelfala Presse Camara. Pour renforcer le climat de paix, de cohabitation pacifique qui prévaut actuellement dans les quartiers des communes de Ratoma, Symphonia et Kagbele, autrefois appelés l'Axe, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation, en rapport avec le système des Nations Unies dans le domaine de la consolidation de la paix, comme le PNUD et l'UNFPA, lance le renforcement des capacités des acteurs locaux des quartiers dans cette zone sur la maîtrise du guide de bonnes pratiques en gestion des conflits en Guinée. Notre ambition à travers ce guide est de capitaliser les savoir-faire locaux, valoriser les dynamiques communautaires de gestion des conflits
à travers des approches participatives et inclusives et proposer un outil simple, concret et adapté au contexte local. L'initiative a regroupé l'ensemble des points focaux des départements ministériels du projet, mais également les représentants des conseils communaux de sécurité et de prévention de la délinquance et les directeurs communaux de jeunesse des communes de Ratoma, Symphonia et Kagbeli. Le ministère, à travers la Direction générale de la promotion de la citoyenneté et de la paix, s'investit pleinement dans le renforcement des capacités locales et dans la mise à disposition d'outils pratiques destinés à anticiper, désamorcer et résoudre les conflits de manière pacifique. À travers ce programme de promotion de la participation des jeunes à la consolidation de la paix dans les quartiers de l'axe Amdallah et Kagbele, la Direction générale de la promotion de la citoyenneté et la paix entend marquer un pas dans les acquis du gouvernement dans le domaine de la préservation de la paix en Guinée. Les jeunes finalistes du Hackathon Rio Tinto 2025 ont été reçus cette semaine au siège de l'entreprise à Coléa. Une rencontre inédite avec le directeur général qui marque un tournant dans leur parcours. Reportage Sona Sagnon. La grande finale du Hackathon Rio Tinto 2025 s'est tenue ce week-end, clôturant une semaine intense de collaboration, de créativité et d'innovation technologique. Au nom de Rio Tinto, c'est de pérenniser avec le gouvernement ces compétitions de hackathon pour donner la chance à d'autres jeunes, à d'autres étudiants, pour que ces compétitions puissent permettre d'identifier d'autres projets importants qui détermineront l'avenir économique du pays. Et on se joint à nos partenaires pour accompagner ces projets, pour que nous ayons un taux de réussite important. Je voudrais saluer l'engagement de Rio Tinto à accompagner le gouvernement de la République de Guinée dans cette grande mission que de trouver des emplois décents et productifs pour les jeunes, mais surtout dans la construction d'une génération de capitaines d'industrie, capables d'élargir l'assiette fiscale et de rendre nos États, notre gouvernement, moins dépendants de l'aide extérieure. Cet événement a marqué une nouvelle étape dans la promotion de solutions locales adaptées aux réalités sociales et économiques du pays. Au terme des présentations finales, le Grand Prix du Hackathon Rio Tinto 2025 a été remporté par le projet Mon Petit Marché, un marché moderne digitalisé qui va faciliter l'accès aux produits locaux, porté par Marie-Noëlle Bimou, étudiante en fin de cycle à l'université de Symphonia. Ce sentiment que je ressens, c'est avec beaucoup de fierté. Ce prix, c'est pour moi, c'est pour toutes les femmes, c'est pour les Guinéens, c'est pour la Guinée et l'aventure ne fait que commencer. On a vu des projets extraordinaires. La nature des projets qui ont gagné le démontre assez. Pour les jeunes, ça veut dire que engagez-vous. Quand vous voyez des initiatives comme ça, participez. Le Hackathon Rio Tinto s'impose désormais comme un rendez-vous annuel incontournable pour les jeunes innovateurs guinéens. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.